Bonjour Antoine Léaumont, merci Bonjour. d'être en direct pour la grande interview sur Europe 1 et sur CNews. Hier, Léon Marchand a fait résonner la Marseillaise à 2 reprises à la Défense Arena. 2 médailles d'or pour le nageur français de 22 ans. Est-ce que, comme des millions de Français, vous avez vibré devant les performances du nageur ? Écoutez, j'ai pas pu regarder, mais je suis très heureux que nous ayons gagné ces médailles d'or. Et je le félicite évidemment, Léon Marchand. J'ai lu un article ce matin qui disait qu'il avait remonté à la dernière seconde dans la première épreuve. Et vraiment, c'est une grande fierté pour notre pays que on encaisse comme ça un grand nombre de médailles d'or en ce moment. Donc c'est une grande fierté qu'il ait réussi à obtenir ces 2 médailles. Est-ce que vous êtes gagné par la ferveur des Jeux Olympiques ? On voit quand même une ambiance, en tout cas à Paris, pour ceux qui habitent à Paris, il y a une ambiance spéciale pour les Jeux Olympiques. Alors, j'ai malheureusement peu de temps pour l'instant pour m'y intéresser en détail, mais je regarde assez régulièrement le classement des médailles. Pour ma part, je regarde où on en est dans le classement des pays. Et oui, moi, je suis toujours très heureux quand il y a des moments sportifs comme ça qui permettent de rassembler le peuple français. Vous regardez le classement de la France, donc vous ne partagez peut-être pas la ligne de votre collègue député insoumis qui dit que la couverture des JO est un peu trop chauvine. Il parle même de régression nationaliste. Il dit qu'en clair, le service public s'attarde trop sur les performances des Français. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que ça pourrait être intéressant de mettre en lumière un certain nombre d'athlètes d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France qui gagne des médailles. Et l'idée de l'olympisme, c'est aussi de faire la paix par le sport, d'une certaine manière. Donc je pense que c'est ça qu'a voulu dire mon collègue. Et après, je crois aussi que nos compatriotes aiment beaucoup pouvoir voir que nos sportifs obtiennent des médailles, que c'est une réussite pour le sport français, une réussite pour celles et ceux qui font les formations des sportifs français, pour les clubs aussi qui portent nos sportifs à ce niveau-là de la compétition. Et en tout cas, c'est toujours une fierté pour notre pays quand on engrange comme ça les médailles. Et on est très fiers de nos sportifs français. Puisqu'on parle des Jeux Olympiques, un mot quand même sur la cérémonie d'ouverture. Jean-Luc Mélenchon a émis un certain nombre de critiques, particulièrement sur 2 tableaux, celui qui concerne la Révolution et celui qui ressemblait de très près à la scène. Est-ce que vous aussi, vous avez des réserves sur cette cérémonie ? Moi, j'ai adoré cette cérémonie d'ouverture. J'ai trouvé qu'elle était très typiquement française et qu'elle racontait une histoire assez belle de notre pays qui commence à la Révolution française et qui passe par Louise Michel, par la Commune de Paris et qui arrive jusqu'à aujourd'hui en mettant en lumière le peuple français tel qu'il est et non pas tel que certains voudraient qu'il soit trop pris dans des images passéistes, je crois. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie et en même temps, je comprends l'idée que porte Jean-Luc Mélenchon, qui est l'idée qu'on peut critiquer l'art. Vous savez, le fait que Jean-Luc dise une représentation de Marie-Antoinette décapitée, c'est pas forcément génial, ça n'empêchera pas que lui comme moi défendions l'un et l'autre l'abolition de la peine de mort et que nous ne voulions pas revenir à la peine de mort. Certains, dans notre pays, ont proposé pendant longtemps le retour de la peine de mort, mais ils ne sont pas trouvés dans notre camp. Un dernier mot sur les Jeux Olympiques. Il y a eu une polémique. Vous diriez que la délégation israélienne est la bienvenue en France et qu'elle doit être bien accueillie ? La délégation israélienne doit évidemment être accueillie normalement et dans des conditions de sécurité normales. Le sujet qui était posé par mon collègue Thomas Porte, c'était de dire que si les Russes défilent sous pavillon neutre, il faut faire la même chose pour les athlètes israéliens. Je pense que les situations internationales sont très différentes pour autant. Je pense que ça, tout le monde peut l'entendre. C'est-à-dire que dans des situations dans lesquelles il y a des guerres et où ce sont des bombardements qui parfois tuent par exemple des enfants, parce qu'en Palestine, on n'en parle pas, on en parle beaucoup moins dans la période actuelle, mais ce sont 40 000 personnes qui se sont fait tuer, dont essentiellement des femmes et des enfants. Bien, il n'est pas normal que si on édicte une règle pour les sportifs russes, on n'édicte pas une règle similaire pour les sportifs israéliens. D'autant plus que Tsahal, l'armée d'Israël, faisait le lien en 2021 dans une vidéo entre d'un côté les sportifs et de l'autre l'armée. C'est bien la preuve donc qu'il y a une idée d'associer les sportifs à une logique militaire chez Israël. Et voilà, ça aurait été une manière de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Venons-en justement à la situation internationale. L'actualité nous emmène au Proche-Orient. L'élimination du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, n'a pas été revendiquée officiellement par Israël, mais Benyamin Netanyahou a déclaré hier avoir porté, je cite, des coups sévères à ses ennemis, une référence aussi à l'élimination d'un des dirigeants du Hezbollah. Quel regard vous portez sur ces opérations ? Je suis très inquiet, parce que ces opérations sont des violations des frontières des pays qui sont voisins. Et le principal risque actuellement dans la région, c'est précisément qu'il y a un embrasement qui touche d'autres pays. Je rappelle qu'au Liban, par exemple, nous avons une force qui est en place au Liban, qui est la FINUL, qui compte 700 militaires français. Donc, on ne peut pas
se dire que c'est anodin le fait qu'Israël bombarde son voisin, bombarde la capitale de son voisin, et que ensuite, eh bien, on se retrouve dans une situation qui peut provoquer un embrasement. Nous, les Français, nous y avons une responsabilité particulière en raison précisément de notre présence. Et moi, je suis inquiet pour nos militaires français. Même si c'est pour éliminer des personnes qui ont des liens avec des organisations qui ont participé à des actions terroristes. Précisément, ça n'est pas le sujet. Et c'est précisément le sujet sur lequel essaie de nous emmener Israël. C'est en raison du motif qu'on essaye de tuer des chefs d'organisations avec lesquels on n'est pas forcément en accord, mais en raison de ça, alors on fait une violation de la frontière de son voisin. Et ça, c'est une violation du droit international. Personne ne peut accepter ça. Est-ce qu'on accepterait que la Belgique vienne bombarder Paris pour cibler quelqu'un avec qui elle n'est pas d'accord? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Même si nous-mêmes n'étions pas nécessairement d'accord avec la personne qui se fait tuer dans cette frappe. Mais c'est ça le sujet qui est en jeu. C'est est-ce que oui ou non, on va vers un embrasement généralisé de la région. L'ONU est très inquiète sur ce sujet-là. Il ne s'agit pas d'un désaccord, il s'agit d'une organisation terroriste qui appelle à l'éradication de l'État d'Israël. Bien sûr, mais moi je suis pas d'accord avec le chef du Hamas si c'est ce que vous essayez de savoir. Vous le qualifiez de terroriste d'ailleurs, le chef du Hamas? Mais le responsable politique du Hamas est la personne qui est le penseur politique du Hamas. Donc évidemment, c'est un islamiste, c'est quelqu'un qui a une logique de division en raison de la religion. On n'est pas d'accord avec cette manière-là de faire des choses. Mais dans les attaques du 7 octobre, évidemment, il y a des attaques terroristes. Quand on va tuer des gens dans une fête, évidemment que ça correspond à un acte terroriste. Mais le sujet qui est posé, c'est un sujet de droit international. C'est que souhaitons-nous pour cette région du monde? Et on voit que le point de départ est évidemment ce qui se passe en Palestine. Le point de départ, c'est la question du cessez-le-feu en Palestine. C'est qu'on arrête le massacre qui est en cours en Palestine. Parce que le risque désormais, c'est qu'il y a un embrasement de la région. Parce qu'il n'y a pas seulement l'Iran et le Liban, il y a aussi le Yémen, qui est dans une situation très complexe et où il y a des échanges de tirs entre le Yémen et Israël. Donc c'est toute cette région-là. Quelle doit être la voix de la France alors dans cette La voix de la France, ce doit être toujours la même, celle de la diplomatie et de la paix. C'est de faire en sorte que dans cette région du monde, on arrive à un cessez-le-feu et qu'on aboutisse sur des solutions diplomatiques. Je voudrais dire une dernière chose, si vous le permettez, car c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a des otages français détenus en Iran. Et je voudrais saluer et dire que nous demandons leur libération de Cécile Collère, Jacques Paris et Louis Armand, parce qu'on n'en parle pas de la présence des otages français au Liban et en Iran, et je souhaitais le faire. Et il y a aussi des otages français retenus toujours dans la bande de Gaza. Vous appelez là aussi à leur libération? Bien sûr, évidemment que nous appelons à la libération des otages dans la bande de Gaza. Mais je signale que en faisant ce que fait M. Netanyahou, et d'ailleurs c'est une critique qui est portée en Israël par un certain nombre de personnes qui manifestent contre M. Netanyahou, eh bien en faisant ce qu'il fait, il empêche la libération des otages, parce qu'il y a eu plusieurs propositions de cessez-le-feu qui ont été faites avec en contrepartie la libération des otages, et M. Netanyahou pour l'instant a refusé. On va revenir à la situation en France. Vous étiez hier à l'usine Duralex dans le Loiret, aux côtés notamment de Lucie Castet ou encore Marine Tondelier. Alors c'est une usine qui a validé un projet de coopérative pour sauver un certain nombre d'emplois. Quel était le message et le sens de votre visite sur place? Bon, déjà, c'est de soutenir évidemment les salariés, parce que pour expliquer un peu ce qui s'est passé, l'entreprise a été en difficulté en raison notamment de la crise énergétique, et les 226 parce qu'il y en a qui sont partis en retraite, mais les 226 postes qui existaient dans l'entreprise sont sauvés par cette reprise en coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet que les salariés soient détenteurs de leur entreprise et prennent les décisions sur l'orientation stratégique de l'entreprise. Et vous savez, on a discuté hier avec les syndicats, ils ont eu une formule qui m'a bien plu. Ils ont dit, désormais on peut décider que l'argent reste en France pour être investi en France, pour améliorer l'outil de production, plutôt que de partir en Suisse ou au Panama. Bah oui, c'est exactement ça. Quand les salariés détiennent leur entreprise, en général, ce qu'ils font avec l'argent que l'entreprise obtient, c'est soit de l'investissement, soit verser des plus gros salaires, soit embaucher des gens. Bref, c'est une production et une manière de faire qui est utile pour l'ensemble de la société. Le format de la coopérative, c'est quelque chose que vous envisagez pour relancer l'industrie en France, et demain vous arrivez aux responsabilités? Évidemment, et c'est quelque chose que nous portons depuis longtemps. C'est la question de la démocratie dans l'entreprise. Vous savez, hier on fêtait pas, mais on commémorait l'assassinat de Jean Jaurès. Jaurès disait que la Révolution avait fait le citoyen maître dans la cité, mais l'avait laissé serf dans l'entreprise. C'est un petit peu ça. Nous, ce qu'on propose, c'est aussi que, en prenant davantage de décisions dans leurs entreprises, et je pense que vos téléspectateurs le savent ça, que parfois ils voient des mauvaises décisions qui sont prises par les grands dirigeants, qui sont un peu loin de l'entreprise, mais que eux, s'ils avaient eu la possibilité de décider, ils auraient changé ça ou ça pour que ça aille mieux, pour que la production soit meilleure et pour que les conditions de travail s'améliorent. C'est justement ça que ça permet, une SCOP, une entreprise coopérative. C'est que les salariés décident et qu'ils fassent avancer leur entreprise.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'une forme de récupération, de coup de com'? Pour ceux qui n'ont pas vu les images et pour nos auditeurs sur Europe 1, vous étiez vêtus de bleu de travail hier avec Olivier Faure, Marine Tondelier et Lucie Castet. Le maire d'Orléans parle d'un coup de com', le ministre démissionnaire de l'Industrie dit que vous étiez venu saluer son action. Vous n'avez pas forcément été très bien accueilli par un certain nombre de représentants politiques. Non, mais ça me fait beaucoup rire, parce que si on va dans l'entreprise, c'est à l'invitation des salariés, c'est avec l'accord des salariés. Vous pensez qu'on visite une usine sans que les salariés soient d'accord? Bien sûr que non, ça n'arrive pas. Ensuite, le bleu de travail. Mais pourquoi exactement mettons cette veste bleue? Parce qu'il peut y avoir des projections, c'est une tenue de protection. On n'a pas parlé de nos chaussures de sécurité. Je pense que ceux qui font la critique, soit n'ont jamais travaillé dans une usine, soit n'ont jamais visité d'usine. Parce que dans n'importe quelle usine qu'on visite, il y a une tenue de sécurité. Et en l'occurrence, là, c'est le bleu de travail, la tenue de sécurité. Bah voilà, le bleu de travail, il a une fonction, il protège les habits des salariés. On fait comme les salariés, on met le bleu de travail parce que ça nous a été demandé. Et ensuite, sur la question de la récupération politique, là encore, ça me fait bien rire. Alors voilà, tout le monde qui devient favorable au fait qu'on fasse des coopératives. Mais j'attends de voir Monsieur Lescure. Enfin non, j'attends pas de le voir parce que j'espère qu'il s'en aille et qu'il dégage et qu'on prenne sa place. Mais par contre, j'attends de voir les macronistes défendre maintenant de manière sérieuse et rigoureuse le modèle coopératif qu'ils critiquaient dans notre programme en disant que c'était le communisme et le bolchevisme. Donc, vous savez, Monsieur Lescure m'a fait un peu rire parce que sa prétendue aide de 19 millions d'euros, sur cette aide, il y a 15 millions d'euros qui sont un prêt en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie. Coût de l'énergie dont il aurait pu demander le blocage des prix de l'énergie. C'est-à-dire, il se félicite de son inaction dans un autre secteur qui, par ailleurs, a touché l'intégralité du peuple français avec l'augmentation des factures d'énergie. Ces gens sont des pitres. Ces gens sont des pitres qui n'ont rien fait, ne font rien, et ensuite viennent faire la leçon à ceux qui sont aux côtés des salariés. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Un mot sur Lucie Castet. Madame Macron a semblé opposer une fin de non-recevoir à sa candidature pour le poste de Matignon. Est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce qu'elle va arriver à Matignon toujours, selon vous? Bah oui. Moi, je soutiens évidemment la candidature de Lucie Castet. Elle est soutenue par l'ensemble du nouveau Front populaire. La logique d'une élection, depuis 1877, c'est que la force politique arrivée en tête gouverne le pays, ou au minimum essaye de gouverner le pays. J'en entends beaucoup qui nous disent qu'ils vont faire une motion de censure si jamais c'est un gouvernement... On dit un gouvernement avec des membres de LFI, voilà. Motion de censure immédiatement. Et ben j'attends de voir des gens qui vont faire une motion de censure contre l'augmentation du SMIC, avec l'abrogation de la réforme des retraites, contre le blocage des prix. Il y a des Ça veut dire que texte par texte, pour être très concret pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous écoutent, sur un texte comme l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, vous pourriez vous allier avec le Rassemblement national parce que vous avez le même but. Vous avez pas tout à fait compris la logique. C'est qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, chacun vote comme il veut. Donc s'il y en a qui ont envie de soutenir nos propositions, je ne fais jamais de tri dans les gens même qui avec le Rassemblement national. Mais enfin, le Rassemblement national, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, par exemple. Si d'un seul coup, ils décident qu'ils sont pour l'augmentation du SMIC, mais c'est très bien. C'est une bonne nouvelle si jamais le Rassemblement national, d'un seul coup, a compris que le problème, c'était l'augmentation des salaires dans ce pays. Mais jusqu'à présent, ils ont plutôt dit l'inverse. Ils ont même dit que c'était pas possible de le faire. Sur Lucie Castet, comment vous dites vouloir contraindre le président de la République à la nommer à Matignon? Par quels moyens? Est-ce qu'une mobilisation dans la rue, par exemple, ça fait partie de vos possibilités? Bien sûr. Des choses que vous envisagez? Bien sûr, mais c'est pas à nous d'en décider depuis un bureau en disant allez, maintenant c'est l'heure de la révolution. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous appelez à la révolution? Mais non, on n'appelle pas à la révolution. Je suis en train de vous dire que précisément, ce qui s'est passé, par exemple, en 1936, c'est qu'il y avait des grandes mobilisations populaires pour demander l'augmentation des salaires, pour demander l'application du programme du Front populaire. Là, nous sommes dans une situation où le président de la République, de manière autoritaire, décide de faire autre chose que le résultat des urnes. Monsieur Macron a dissous, il a dit qu'il fallait une respiration démocratique. Il y a eu une respiration démocratique, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, et Monsieur Macron refuse d'entendre la respiration démocratique. Eh bien, à un moment donné, il doit céder ou s'en aller. Et ça deviendra, lui, le problème dans notre pays. Un dernier mot très rapidement sur les critiques de François Ruffin contre la stratégie de la France insoumise. Il dit qu'il ne faut pas opposer la France des tours et la France des bourgs. Est-ce que d'une certaine manière, vous comprenez ce que dit François Ruffin aujourd'hui, qui a quitté, on le précise, le groupe de la France insoumise? Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi lui sépare comme ça la France des tours et la France des bourgs. Parce que ce qui compte, c'est il y a une France populaire. Et d'une certaine manière, ce qui divise entre ce qu'il appelle la France des tours et la France des bourgs, c'est le racisme. C'est pas les gens dans les tours qui ont un problème avec les gens dans les bourgs. C'est plutôt l'inverse, en l'occurrence. Et les gens qui ont un problème avec les gens dans les tours, ils oublient que, pour une large partie, eh bien, ce sont ceux qui font tourner le pays par leur travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de racisme qui est construit en particulier par un système médiatique qui encourage le racisme dans la population française. Et que si il y avait un peu plus de partage des réalités des uns et des autres, eh bien, je crois que cela serait utile pour l'unité du peuple français. Merci Antoine Léaumont, c'était votre grande interview en direct sur CNews et sur Europe 1.